il y a un bilan des enquêtes de tous bords. Il a plus ou moins 70% d'approbation de la population. Donc, ce qui fait que la popularité du Mala a gagné de 20 points le moment de son élection en ce jour-ci. Deuxièmement, du point de vue du programme appelé la grande transformation, qui est un programme, à mon avis, qui a les lignes plus sévères pour le traitement de certaines questions du pays, c'est évident qu'il a à peine commencé quelques volets de ce programme. On attend, comme tout le monde d'ailleurs, les résultats un peu de démarches assez récentes en matière de transformation de l'État et d'avoir en main certaines lois fondamentales pour changer des questions complexes au pays. Et finalement, on peut dire qu'à mon avis, il y a un dilemme, c'est-à-dire d'une part, il y a Oumala qui a promis avec la grande transformation un grand mouvement de transformation, de changement du pays, et d'une autre part, ce qu'on appelle la feuille de route, qui a été établie en alliance avec les secteurs de centre-gauche et du centre même, comme quoi ils ont mis un peu de l'eau de la soupe, enfin ils ont fait de sorte qu'une feuille de route, c'est l'explication minimale d'un plan qui a... J'arrive, oui. Il y a eu effectivement un projet de surtaxe des bénéfices des institutions minières. Alors on peut dire que c'est trop peu ou c'est beaucoup, ça dépend du point de vue de là où on se place. Ouais. Mais il a vraiment accompli d'une façon concrète, il a entamé un processus de répartition des revenus des mines qui est différent de celui qu'on avait il y a 3 mois. Donc bien évidemment, en mon cas, moi je crois qu'on aurait pu espérer un peu mieux, mais le fait est qu'il y a déjà il y a un programme qui commence à s'exprimer. Les gens de mines, c'est-à-dire les propriétaires, les grands investisseurs miniers ne sont pas très contents. Tout au contraire, ils sont plutôt assez, comment dirais-je, ils voient les choses d'une façon différente à celle que le gouvernement. Oui. Il y a un conflit plus que potentiel, un conflit évident entre les investisseurs et l'État. Et c'est un moment assez, à mon avis, difficile parce qu'il y a un pouvoir objectif des investisseurs et il y a un État qui est plutôt assez faible. Et en face de 2 problèmes. D'une part, les investisseurs nationaux et étrangers qui cherchent un cadre juridique, un cadre comptable, etc., stable. Et d'un autre côté, il y a la pression des masses. Par exemple, dans le nord du pays, à Cajamarca, il y a eu une grève générale de région. Donc il y a eu un mouvement social très important. Le président régional s'est mis il était devant les revendications des gens. Donc il y a eu évidemment un conflit, un rapport de force. Dans la région du sud, dans la région plus pauvre, qu'on appelle Apurímac, les zones centrales, là aussi il y a eu une manifestation énorme de gens qui ne voulaient pas que les mines fassent ce travail qui est plus ou moins connu, d'extraire les ressources et après laisser tous les problèmes environnementaux, etc. Voilà. Donc, Oumala et le gouvernement est soumis à 2 tendances de force qui s'opposent, une partie les investisseurs, une partie la population. Lui, il joue au centre et il continue à faire, de prendre mesures à la faveur d'un secteur ou de l'autre. C'est un équilibre assez complexe. La taxe ou la surtaxe aux bénéfices, c'est un volet qui a été développé long et large par les gens du Fonds monétaire. Il y a beaucoup de travaux internationaux sur les conditions, lorsqu'il y a par exemple, comme c'est le cas, des prix surpris dans le marché international pour les matières premières. Donc de quelle façon il y a une répartition plus ou moins, comment dirais-je, équilibrée entre les 2 secteurs, entre l'État et les investisseurs. Donc là, à mon avis, c'est pas un problème, disons, idéologique, c'est plutôt un problème d'ordre technique.
Mais l'essentiel, à mon avis, c'est que pour la population, Humala n'a pas trahi sa parole. C'est essentiel. Lui, il avait promis de poser le problème de la répartition des revenus dérivés de la rente minière. Donc lui, il l'a fait. C'est une taxe qui fait que les revenus de l'État s'accroissent plus ou moins par 4 dans les prochains 55 ans. Et donc il y a, bien entendu, il y a des gens qui voulaient que 10. La rente minière est due au fait de quoi? L'or, qui avait un prix il y a quelques années de $300 par once. Maintenant, il a 1800. Il y a une différence, donc il faut gagner la moitié, un tiers, 2 tiers. Enfin, c'est une discussion entre les investisseurs et l'État. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est que le problème est posé. Oui. Donc il y a un revenu exceptionnel et il faut le diviser entre deux parts. De quelle façon, quelle proportion, quel équilibre, ce sont des équations mathématiques, ce sont des simulations, c'est des calculs. Vous diriez, vous qui connaissez Ollanta Humala depuis longtemps, vous diriez qu'il a évolué depuis... Et qu'est-ce qu'il a fait évoluer l'âge, à mon avis, d'accord. Parce que je l'ai connu lorsqu'il avait 43 ans, maintenant il approche la cinquantaine, il a beaucoup appris. Et il a appris, c'est un... Disons, comme c'est sa carrière, et lui il est d'origine, disons, Saint-Cyr, production française, donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il prend des notes, il écrit, il réfléchit, enfin il travaille comme tous les militaires. Je crois qu'il a quand même un noyau radical, dans le sens où il a le sens du devoir. Et il est très gaullien. Vous présidez une commission chargée de lutter contre la corruption. Oui. Alors, par quoi vous commencez? Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des actions menées au niveau de l'armée. Est-ce que ça vous concerne ou est-ce qu'il s'agit d'autres formes de lutte contre la corruption? Et quelle est l'ampleur du problème? Oui, l'ampleur est énorme. Il y a les 14 institutions qui sont reliées au problème de la corruption qui font partie d'un réseau dont je préside ce réseau par élection unanime de l'intérieur de ces institutions. Donc essentiellement le président du pouvoir judiciaire, enfin de la justice, mais le parquet, enfin l'ensemble de l'institution. Alors quel est le problème à mon avis central? Le problème à mon avis central, c'est que pendant une décennie, le pays a eu ce qu'on appelle l'alliance entre Montesinos et Fujimori, c'est-à-dire le chef des renseignements secrets et le pouvoir d'État. Et ils ont fait de l'État un instrument conspiratif, non seulement dans le domaine politique, mais aussi essentiellement sur la corruption dans tous les domaines des activités économiques. Un exemple. Monsieur, le personnage chilien, va investir au Pérou, donc il prend son avion, il descend dans un aérodrome militaire, un aéroport militaire, il a un entretien avec le chef de renseignement secret, il passe un accord avec lui, cet accord est référé au monsieur le président qui donne le oui. Une fois établi l'accord, le monsieur reprend son avion et il revient chez lui. Et avec ça, on fait un investissement au milieu d'une réserve écologique sans accord de ni les gens, ni citoyens, ni collectivités territoriales, ni rien. Donc, un État qui est devenu un État... L'État en soi-même était d'un État corrompu. Donc la lutte contre la corruption, c'est essentiellement enlever tout ce qui reste de ces réseaux de corruption et travailler pour que la justice fasse ce qu'il va faire. Donc si on trouve encore des problèmes dans cette direction, bon, il faut prendre les mesures. Par exemple, disparition forcée des gens. En termes droit humain, mais en même temps où l'armée a été obligée, où l'armée a fait partie, ou discuté, de prendre des mesures qui faisaient de la disparition forcée des gens, de la torture, de la violation des droits humains. Il y a tout un ensemble de problèmes qui restent encore à résoudre. C'est-à-dire, là où il y a un problème, où on envisage qu'il existe un noyau de corruption, il faut une lutte dans les médias, dans les instances judiciaires, etc. Un système d'alerte. Donc notre deuxième enjeu, c'est d'une façon discrète, bien entendu respectée par les autres institutions, on se met d'accord
dans les faits sur certaines situations dans lesquelles il faut naturellement agir et vite. Donc, par exemple, récemment, le président de la République, l'ancien président de la République, a été, M. Alan Garcia, a été appelé par le parquet parce qu'il a des choses il doit s'expliquer. Oui. Il avait toute l'autorité de l'État, donc maintenant il doit s'expliquer. Les gens au Pérou aussi, ils savent très bien à quoi s'en tenir, parce qu'on a eu pas mal, Fernando Toledo, qui était l'expérience du président de 2006, et surtout on a eu la décennie de la corruption, on a vu que c'était tout était faux. Donc on pourrait avoir un grand discours, etc., mais dans la réalité concrète, tout était vraiment biaisé vers des choses qui sont absolument insupportables. Donc il y a eu certaines, disons, ayant impatience, surtout dans nos régionaux, pour les gens qui ont voté ferme ou Mala, mais il y a un certain sens de la patience politique. Je comprends pas que ça, on ne peut pas tout transformer dans la caserne. Est-ce que vous diriez que le problème de corruption est lié aussi à l'essor du narcotrafic au Pérou et que donc tout s'imbrique et que c'est donc un peu international comme problème aussi? Voilà, c'est pas le Pérou, n'est-ce pas? Bien entendu, parce que c'est une chaîne. On appelle d'une façon incorrecte à mon avis, mais enfin, on les appelle les cadenas productives, c'est des chaînes productives. Alors, le marché, ce sont les États-Unis. Ouais. C'est ça le marché. Donc il y a un marché qui commence avec la Bolivie, le Pérou, la Colombie, ce qu'on appelle la feuille de coca, qui est n'est-ce pas, qui est transformée dans des produits comme la cocaïne. Plus ou moins voilà, raffiné. Et ensuite il y a l'accès au marché, c'est essentiellement le Mexique et la Colombie. Ouais. Clair. Donc on est dans un problème en fait sud-américain. Et il y a un travail énorme à faire donc, de ce point de vue de substitution de tout ce qui est culture de la coca. Il y a un travail à faire. C'est un travail qui déborde un peu les moyens. Il y a les Américains qui sont dans le problème depuis déjà une vingtaine d'années et les résultats sont, à mon avis, très insuffisants. Le problème principal étant le fait que tous ces dollars du système occulte de la drogue peut passer au système économique à travers un mécanisme. Donc là, tout ce qui est lavage d'actifs, tout ce qui est contrôle de trésorerie, tout ça sont des mécanismes qu'on doit vraiment être extrêmement sophistiqués pour éviter qu'il y ait une contagion de ce type de marché vis-à-vis de le reste de l'économie. Vous avez une idée de ce que représenterait le narcotrafic en point de PIB dans l'économie péruvienne? Parce que nous, on est aussi au produit de matières premières. Oui. Donc, de fait, dans la formation du prix du produit final, on est comme toutes les choses d'ailleurs dans nos pays. Oui, on produit aussi le cuivre, à la limite le tabac, n'est-ce pas? Mais enfin, on ne fait pas le cigarette. Ouais.